Gisèle Souchon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. On a la chance de vous recevoir aujourd'hui pour un livre, un ouvrage qui vient de sortir, et c'est quelqu'un qui est bien ancré dans notre territoire, puisqu'il s'agit de votre père, Marcel Renoulet, et le titre du livre s'appelle Mémoire d'un libertaire. On va en avoir beaucoup des questions sur ce livre, mais déjà, on va peut-être vous présenter. J'ai vu que vous étiez professeur, vous avez fait de nombreuses études. Le mieux, c'est que vous nous le dites vous-même. Écoutez, je suis d'abord une ancienne élève du lycée Claude Foriel. Pas très loin Et d'ici. puis voilà, ensuite j'ai fait l'ENS de Fontenay-aux-Roses. Je suis agrégée de philosophie et j'enseigne depuis pas mal d'années, presque 30 ans, en classe préparatoire au lycée du Parc à Lyon. Mais je suis toujours stéphanoise et j'habite dans la région. J'ai la chance de pouvoir vous poser de nombreuses questions. Et la première qui me vient, c'est finalement, on va revenir sur ce mot de philosophie. Oui. J'entends depuis des années ce mot philosophie, mais finalement, on a toujours du mal à en donner une définition. C'est quoi finalement la philosophie? C'est un esprit, c'est une façon de voir les choses. C'est quoi la philosophie? Alors la philosophie, je la définirais peut-être par son but. Alors étymologiquement, c'est philo, amour, sophia, la sagesse, hein, amour de la sagesse. La sagesse, c'est tout Mais moi alors. Mais je la définirais surtout par son but. Le but de la philosophie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est le bonheur. Le bonheur, mais Voilà. c'est une belle Donc, définition. c'est un chemin, on va dire, pour essayer de trouver le bonheur, et un chemin qui est individuel, que chacun va choisir. Il y a différents chemins, différentes philosophies. Et je pense que l'essentiel, c'est de trouver la sienne. Et on va dire, le baromètre qui nous permet de savoir si on a trouvé sa bonne philosophie, c'est de savoir si ça nous rend heureux. J'allais vous dire, mais finalement, vous avez répondu. Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise philosophie? Finalement, chacun trouve la sienne, Tout quoi. à fait. Et- C'est en même temps une éthique, c'est-à-dire une façon de poser des valeurs. Et ce qui est important pour moi, c'est d'être cohérent et cohérente avec ses propres valeurs. Qu'est-ce qu'on enseigne à ces jeunes élèves? On leur enseigne un chemin, on leur enseigne des valeurs. Là Alors, aussi, on se projette dans quoi? alors malheureusement, on est un des rares pays qui enseigne encore la philosophie dans le secondaire, hein, enfin, en terminale. Ça va peut-être pas durer. Moi, j'ai enseigné en terminale, j'ai enseigné en faculté, à l'université, et j'enseigne en classe prépa. Et en classe prépa, malheureusement, c'est des programmes. C'est-à-dire que chaque année, on a un programme qui est à la fois littéraire et philosophique qui change. Moi, alors, c'est pour les préparer à des concours des grandes écoles. Moi, à travers ces programmes, ce que j'essaye de faire, c'est de leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes. Ça, c'est mon petit but personnel. Je suis payée par l'Éducation nationale pour les préparer à des concours et j'espère le faire correctement. Mais en même temps, pour moi, le sens que je donne à mon métier, c'est d'essayer de préparer chacun à trouver son propre chemin. Très bien, on a fait l'introduction sur la philosophie. Ça vous laisse, j'ai envie aussi de vous dire que ça vous laisse du temps pour écrire. Oui. Et vous avez donc repris la revue de votre papa, qui s'appelait L'Homme Libre, et maintenant c'est La Fille de l'Homme Libre, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, La Fille de l'Homme libre, c'est un petit peu arrêté en période confinement. Hein, Ouais. c'était un petit Pourtant, peu il y avait du difficile. temps, là. Oui, c'était pas faute de temps, c'était plutôt un peu compliqué d'aller s'occuper de tout ce qui était impression, distribution. Et puis c'est vrai que le temps, on n'en a pas tant que ça quand on est prof en prépa. Donc j'ai effectivement écrit quelques ouvrages. J'ai tenu la revue de mon père, en tout cas la suite, La Fille de l'Homme Libre, qu'il avait fondé, enfin l'Homme Libre, il l'avait fondé en 1950, donc 51, donc c'est pas d'aujourd'hui. Il l'a publié jusqu'à sa mort, c'est-à-dire en 2014. Et moi, je l'ai repris de 2014 à 2021 sous le titre de La Fille de l'Homme Libre. Ça s'adressait à qui et comment on pouvait la trouver? Alors, c'était par abonnement. Ouais. Il avait des correspondants de presse également. Il avait des échanges de presse, c'est-à-dire qu'il correspondait avec des journaux indépendants un peu partout dans le monde. Il avait des lecteurs au Japon, des lecteurs en Russie et même en ex-URSS où ça passait sous le manteau. Sous le manteau. Au Canada, aux États-Unis. Mais bon, c'était pas un nombre important, bien sûr, c'était pas un gros tirage. Mais il avait beaucoup un courrier de ministre auquel il répondait scrupuleusement. Et il avait des abonnés, bien sûr, en France, un petit peu partout en France. Alors, je vous ai demandé la définition de la philosophie. J'ai envie de vous faire un peu la même chose avec l'anarchie. C'est quoi être anarchiste libertaire aujourd'hui ou il y a 50 ans? Alors, être anarchiste, ça a pu varier comme définition, parce que la vraie définition, c'est refuser le pouvoir lorsqu'il vient d'ailleurs que de soi-même. Absence de pouvoir, absence d'ordre,
au sens de ordre qui vient de l'extérieur. Ça qui ne veut vient pas du dire dessus. désordre alors. Ah non, ça ne veut pas dire désordre, parce qu'on se pose soi-même des valeurs, on se pose soi-même un ordre. Donc il y a deux formes d'anarchie, une anarchie qui est plus politique et qui est généralement plus collectiviste, c'est-à-dire qui imagine une société d'autogestion. Ça s'est parfois mis en application en Catalogne, par exemple pendant la guerre d'Espagne. Et puis vous avez une forme d'anarchie qui est plus une philosophie individuelle. Vous avez Max Stirner, qui est un des pères fondateurs de cette philosophie anarchiste individualiste, et mon père et moi, nous sommes plutôt dans la mouvance individualiste, c'est-à-dire l'anarchie comme forme de philosophie, où on ne tire ses valeurs, son pouvoir, que de soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça ne veut pas dire que... vous retrouvez d'ailleurs cette philosophie individualiste anarchiste chez Georges Brassens. Ouais, c'est tout à fait, on était tout à fait dans le même esprit que Georges Brassens. Alors, est-ce que je me trompe? Moi, j'avais plutôt tendance à associer le mot anarchie avec le mot désordre. J'ai totalement faux ou alors il y a un peu de vrai? Il peut y avoir un peu de vrai, c'est-à-dire que le désordre, pour les anarchistes au sens politique du terme, peut être un moyen d'action. C'est-à-dire semer le désordre, faire la révolution. Ça veut dire mettre un désordre pour après créer un nouvel ordre? Voilà, la difficulté, c'est de créer un nouvel ordre. Moi, je suis très, très nietzschéenne. J'ai écrit d'ailleurs un bouquin sur Nietzsche. Et Nietzsche n'aimait pas trop les anarchistes parce qu'il voyait les anarchistes, justement, sous leur aspect nihiliste, c'est-à-dire semer le désordre, tout renverser. Mais ce qu'il leur reprochait, c'était de rien mettre à la place. Ouais. Alors évidemment, mettre quelque chose à la place, au sens politique, ce serait une nouvelle forme d'autogestion, de gouvernement. C'est assez difficile à imaginer, c'est peut-être un peu utopique. Alors que si on est individualiste, ce qu'on met à la place, c'est immédiat, c'est-à-dire c'est sa propre philosophie. On agit en suivant ses propres valeurs. Oui, mais on est tous différents, donc on a tous une philosophie différente, donc oui. Ça va être difficile d'établir un ordre pour tout le monde. Voilà, mais on ne cherche pas, quand on est individualiste, on ne cherche pas à établir un ordre pour tout le monde. Voilà, on cherche simplement à être en cohérence avec soi-même, à obéir à ses propres valeurs. Et si je fais référence à l'histoire, j'ai l'impression que chaque fois qu'on a fait tomber un régime, on a presque recréé le même derrière. Ou pire parfois. Ça aussi. Parfois, on est tombé dans des dictatures. Je ne sais pas le dire. Et c'est pour ça qu'on se méfie des... mon père, bon, j'ai beaucoup été influencée bien sûr par mon père, hein, qui n'a jamais cherché à m'imposer sa philosophie, hein, au contraire. Mais on s'est toujours méfié des systèmes, des idéologies. Et moi, j'aime beaucoup tous les philosophes comme Nietzsche, comme Max Stirner, comme Montaigne même, qui étaient à l'écart des systèmes, qui refusaient de rentrer dans un système, une idéologie, parce que les idéologies, tôt ou tard, c'est un piège. Oui, c'est-à-dire ça débouche sur... Quand on n'est pas dans le système, on n'est pas déjà dans un autre système? Oui. Ah, quand on... le sien. Oui, le sien. Oui. Mais il ne faut pas non plus en être prisonnier, c'est-à-dire qu'il faut accepter de pouvoir changer d'avis, de pouvoir se dire « je me suis trompé », de pouvoir écouter la parole de l'autre. Et c'est pour ça qu'une autre idée qui nous était chère, qui m'est toujours chère, c'est la liberté d'expression. Parce qu'il n'y a de philosophique dans la dialectique, c'est-à-dire la confrontation à l'opinion de l'autre. Et la dialectique, c'est le dialogue. Et parfois, du dialogue, le vrai dialogue, c'est pas chacun reste sur ses positions. Ou c'est pas non plus cause toujours tu m'intéresses. Le vrai dialogue, qui devrait d'ailleurs être la base de la démocratie, ça débouche parfois sur thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire sur une évolution où chacun évolue et prend peut-être un petit peu de ce que l'autre lui a apporté. Donc, on n'est pas dans un système, quoi. La dialectique, c'est l'opposé, et donc la vraie philosophie, c'est l'opposé d'un système, parce qu'on est prêt, en écoutant l'autre, à évoluer. À changer d'avis. À changer d'avis, à le moduler, à le nuancer, et puis surtout, il y a une phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup, il dit « Voici mon chemin, où est le vôtre ?» À ceux qui me demandaient le chemin, ainsi ai-je répondu, car le chemin, cela n'existe pas. Ça va me faire beaucoup réfléchir tout ça. Vous avez aussi associé, ou alors c'est le terme, hein, associé l'anarchie avec le mot libertaire. Et là, vous m'avez, je vous dis la vérité, vous m'avez complètement perdu. Et c'est pour ça que je voulais vous rencontrer, ce que je voulais comprendre. Alors, quel est l'ancrage? Comment on associe ces deux mots? Alors, en fait, souvent, je vous ai dit qu'il y avait deux sens du mot anarchie. Souvent, les gens associent anarchie à, comme vous le disiez, hein, au désordre ou à un mouvement collectif qui vise une révolution avec ensuite une autogestion. Et le libertaire, c'est l'individualiste anarchiste, c'est-à-dire c'est une philosophie acrate qui refuse le pouvoir, mais qui n'est pas une utopie collective, qui est vraiment une philosophie individuelle. Vous avez par exemple Michel Onfray qui a utilisé justement le mot libertaire pour parler d'Albert Camus.
que mon père a d'ailleurs rencontré à la Bourse du Travail quand il est venu faire une conférence, Albert Camus. J'ai revu La Peste il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et Michel Onfray, à fort juste titre, explique que Albert Camus a beaucoup fréquenté des milieux anarchistes, mais que ce qui définissait le mieux Albert Camus, c'était pas l'anarchie qui pouvait être prise pour un système aussi, mais que c'était la philosophie libertaire. Et justement, le côté anarchie de mon père s'est toujours beaucoup méfié de l'anarchie en fédération, en association. Connaissez la formule de Brassens, on n'est plus de 4, on est une bande de, je ne dirai pas la suite, mais vous la connaissez. Et dans cette chanson qui s'appelle Le Pluriel, Brassens explique, oui, la cause était bonne, était belle, mais nous étions trop nombreux, nous l'avons défrisée. Et en fait, c'est ça, c'est le refus de rentrer, pas le refus du collectif, hein, le collectif peut être très intéressant, mais le refus de se laisser enfermer dans une idéologie. Et le libertaire, c'est celui qui est toujours en dehors des idéologies. Alors on va dire que je ne travaille pas beaucoup, mais j'ai quand même fait des recherches. Et quand je suis allé chercher des infos sur Marcel Renoulet, oui. J'ai eu une très belle surprise parce qu'il est né à Terre-Noire. Et oui. Et Terre-Noire, pour moi, c'est la capitale du monde, hein, puisque le disait aussi. Je suis un Terranéen, j'allais dire pure souche. Votre père est né en 1920, mon grand-père était né en 1917, donc ils ont dû se croiser. Peut-être qu'ils ont même un peu la même enfance et la même trajectoire au début. Oui. Lui est devenu donc anarchiste et mon grand-père est devenu socialiste, puis après communiste. Qu'est-ce qui a fait que votre père, lui, il est parti dans ce côté anarchiste? Alors en fait, au début, il a fait partie, très très jeune, à 14 ans, des jeunesses communistes. Un peu comme tout le monde à l'époque. Voilà, il était séduit par la générosité de l'idéal. Et puis très vite, il a pris conscience de la mainmise de l'Union soviétique sur le Parti communiste. Il a rompu avec le Parti communiste. Il a même, au début, quand Jacques Doriot a rompu avec le Parti communiste, au début, il a été séduit par le fait que ça puisse être un parti communiste, un nouveau parti communiste, le PPF, qui soit français, qui soit indépendant de l'Union soviétique. Puis ensuite, il a très vite vu que Jacques Doriot prenait des positions contre la guerre d'Espagne, enfin contre les républicains et anarchistes de la guerre d'Espagne. Donc il a rompu avec... Très beau sujet là aussi, la guerre d'Espagne. Il a très vite rompu avec Doriot. Et ensuite, il s'est approché des mouvements anarchistes, mais il n'a jamais voulu être encarté dans une fédération. Il a rencontré beaucoup d'anarchistes célèbres comme Maurice Joyeux à Paris, qui était un anarchiste qui tenait une librairie à Paris, qui était assez célèbre. Il a milité avec Louis Lecoing, d'ailleurs pour l'Espagne libre. Louis Lecoing qui est un grand pacifiste. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, Louis Lecoing, c'est celui qui a, grâce à une grève de la faim, fait voter le statut, fait accepter par le général de Gaulle le statut des objecteurs de conscience. Puisqu'il était pacifiste, Louis Lecoing, mon père avait milité avec lui en 1938 pour faire signer son tract Paix immédiate, qui avait été d'ailleurs signé par des gens comme Jean Giono. Et mon père distribuait dans les rues les tracts de Louis Lecoing pour la guerre, contre la guerre. Et lorsqu'il y a eu la guerre d'Espagne, donc mon père a aussi milité avec Louis Lecoing pour l'Espagne libre. Votre père était anarchiste, mais oui. Anarchiste, on n'en mange pas. Est-ce qu'il avait un métier? Est-ce qu'il avait des responsabilités? Comment ça se passait là? Tout à fait. Il a été très tôt obligé de... Sa famille n'était pas riche du tout. J'imagine, à Terre-Noire, on n'en a pas connu beaucoup. Ah oui, totalement, oui. Sa grand-mère, il me le racontait souvent, sa grand-mère qui l'a élevé, était obligée d'aller casser la glace au lavoir à Terre-Noire pour laver le linge des bourgeoises et pour pouvoir nourrir ses petits-enfants. Et lui, il a été marchand forain, comme son père. Mon grand-père, donc le père de mon père, avait créé le syndicat unique des marchands forains à Saint-Étienne. Et mon père avait repris la suite. Et mon père a été forain pendant toute sa vie. Il faisait les marchés. Il avait un stand aux Ursules aussi, pour ceux qui ont connu. Des Ursules. Il vendait des matelas. Ça nous ramène à quelques décennies en arrière. Il vendait des matelas aux Ursules, des coussins, des articles de peau de chamois synthétiques, des choses comme ça. Ça, c'était son alimentaire. Et qu'est-ce qui lui a donné envie de créer cette revue L'Homme Libre? C'est des rencontres? C'est l'envie d'écrire? L'envie de partager ses idées? Oui, certainement. Il avait d'ailleurs, avant, il avait écrit des articles dans des revues anarchistes et libertaires. Et puis, il avait fondé déjà auparavant une revue qui s'appelait Radar, et aussi un groupe et une revue qui s'appelait Rex, quelques années auparavant, dans les années 50, donc, même 47, c'était tout de suite après la Libération. Donc il avait envie effectivement de partager ses idées, et aussi de créer une revue
ou ce soit la liberté d'expression, c'est-à-dire ce qui était l'originalité de sa revue par rapport à d'autres revues libertaires avec qui il correspondait, c'était qu'il laissait la parole à toute personne qui était hors des systèmes, hors des idéologies, mais qui pouvait avoir des idées diamétralement opposées aux siennes. Et ça lui a valu parfois des ennuis parce qu'on ne comprenait pas. Oui. Est-ce qu'il contrôlait les écrits ou alors il les laissait tels quels? Alors, Parce non, que j'imagine qu'à mais- l'époque, il y avait aussi une forme de, même c'est sûr, de répression presque. Mm. Et si on n'écrivait pas la bonne chose, il y avait sûrement la police ou la préfecture, je ne sais pas, qui venait vous taper sur les doigts Alors, ou vous arrêter. la seule règle, c'était qu'il n'y ait pas d'apologie ou d'éloge de la violence, de la discrimination, du racisme, de l'antisémitisme, enfin bon, de choses comme ça. Ça, c'était les règles qui sont d'ailleurs les règles Qui existent toujours. voilà, qui existent toujours et qui sont officielles. Donc à partir du moment où la personne ne faisait pas non plus une sorte d'apologie d'un système quel qu'il soit, parce que c'était pas le but, au contraire, mais présenter une pensée libre, que cette personne vienne de droite, de gauche, qu'elle vienne du christianisme, lui bien sûr était athée en tant qu'anarchiste, sans Dieu ni maître. Il y avait même quelqu'un qui s'était converti à l'islam, qui était d'origine française, mais s'était converti à l'islam, qui publiait régulièrement des articles dans sa revue. Des chrétiens, des gens dits juifs, enfin il y avait des gens de toute religion, et également de tout horizon idéologique, j'ose pas dire idéologique, je dirais plutôt philosophique ou politique. Et ça, c'était parfois pas compris parce que parfois certaines personnes lui reprochaient d'avoir publié tel ou tel article, et lui il censurait pas, quoi. La seule censure, c'était l'autocensure qu'il demandait à ses collaborateurs en disant « Vous ne faites pas l'apologie d'un système, d'une idéologie ou de la violence ou de l'intolérance. » Je fais un peu le parallèle un peu avec moi, puisque moi j'ai un site d'information et je m'efforce de jamais toucher les textes qu'on m'envoie. Et c'est moi qui me fais taper sur les doigts. Alors peut-être que c'est légitime, puisque c'est moi qui finalement les publie, mais c'est vrai que de moment, c'est pas mes écrits, quoi, donc c'est pas la peine de m'engueuler, j'y suis pour rien. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'il disait aussi. Lui, il faisait l'éditorial. Oui, où on veut qu'on soit dans une liberté, Voilà. ou alors on accepte Tout à que fait. tout est corrigé, tout est revu, et puis ça n'a plus de sens finalement. C'est plus la peine de donner la parole si on dit le contraire de ce qui a été écrit. Et il appliquait vraiment à la lettre la phrase qu'on attribue à Voltaire, hein, je ne pense pas ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Tout à fait. Donc il était vraiment pour cette liberté d'expression, et il pensait que c'était justement la confrontation des contraires, comme je le disais tout à l'heure, la dialectique, la confrontation des contraires qui permettait de faire jaillir, sinon la vérité, en tout cas une vérité acceptable par les deux protagonistes. J'imagine qu'avec votre père, d'après ce que je ressens, vous aviez beaucoup d'échanges et beaucoup de conversations. Est-ce que ces idées, elles ont bougé avec le temps? Les miennes? Non, les siennes, les siennes. Les siennes? Les vôtres, elles vont encore évoluer, puisque vous êtes encore sur cette terre. Mais votre père, est-ce qu'avec le temps, ses idées ont changé? Est-ce qu'il s'est dit, je me suis trompé? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a changé sa façon de penser? Est-ce qu'aussi le fait de vieillir nous fait forcément changer un peu dans les idées? Alors je pense que son parcours a été fait parfois de déception par rapport à par rapport aux idéologies, mais par rapport aussi au groupe, parce que il avait fondé le cercle d'études psychologiques, il avait une salle à la Bourse du Travail, il a parfois organisé des conférences, il a parfois organisé des actions collectives, hein, c'est pas parce qu'on est individualiste qu'on n'agit pas dans le collectif, et parfois il était un petit peu déçu par l'attitude des gens qui soit tombaient dans le sectarisme, soit tiraient la couverture à eux, enfin c'est parfois un petit peu décevant le collectif. Donc il était devenu, je pense que ça l'avait plutôt rendu de plus en plus individualiste, sans pour autant être fermé sur les autres, parce que comme je vous l'ai dit, il correspondait avec beaucoup de personnes, il écrivait beaucoup, il avait une correspondance très importante que je suis loin d'avoir dépouillé, parce que j'ai des classeurs et des classeurs d'archives de ces correspondances avec chaque correspondant. C'était très bien organisé, il y avait un classeur par correspondant. Mais son évolution, c'était surtout ça, je pense. Et puis par rapport à l'actualité évolue, les situations internationales évoluent, donc à chaque fois... Même si elles reviennent toujours un peu au Voilà, c'était assez intéressant justement, parce que il est mort à 94 ans, et jusqu'à la fin, il commentait l'actualité avec moi, et c'était intéressant de voir le recul que quelqu'un qui a presque un siècle de vie a... effectivement, comme vous le dites, parfois de voir des choses qui se reproduisent et de dire mais comment les gens ils peuvent encore tomber dans ce piège, comment est-ce qu'ils peuvent encore se faire avoir par ceci ou cela, parce que lui il avait le recul et il avait tellement entendu de propagande, il avait tellement entendu de pièges médiatiques qu'il se demandait comment les gens pouvaient encore tomber dedans, mais je crois que c'est Tristan Bernard qui disait l'humanité qui devait avoir 2000 ans de sagesse retombe en enfance à chaque génération, et je pense que malheureusement c'est le cas.
Ah oui, mais c'est tout à fait ce que je pense. On va revenir au livre. Le Oui. livre, il est sorti le 23 avril, donc il n'y a Oui. pas très très longtemps. Il est aux auditions Le Lit Bleu. Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de toutes ces histoires, de tout ce vécu, de les mettre par écrit, les mettre sur un livre et les proposer au plus large public? Alors c'était d'abord lui, hein, parce que dans les dernières années de sa vie, je lui avais suggéré d'écrire ses mémoires, et en fait, j'ai découvert par la suite qu'il les écrivait depuis très longtemps. Il tenait des journaux intimes, et j'ai trouvé par la suite beaucoup de textes manuscrits de lui. Mais quand je lui avais suggéré de commencer à écrire ses mémoires, il s'était mis sur son ordinateur portable à retaper ses textes qui étaient plus anciens, et il avait pratiquement fini de les taper sur son ordinateur quand il est décédé. Et donc, j'ai décidé de le publier. Alors, c'était très long. Je voulais le faire beaucoup plus tôt. Je voulais le faire pour l'anniversaire de sa mort, en 2020. Mais bon, c'était très difficile parallèlement à mon travail, parce qu'il fallait reprendre tous ces textes. Parfois, il y avait plusieurs copies. Donc, il fallait se demander laquelle était la meilleure. Parfois, il fallait reprendre un petit peu les coquilles, les fautes d'orthographe. Enfin, voilà, reprendre tout cela. Et puis, compléter avec les manuscrits, pour donner une totalité, tout en me rendant compte qu'il consacrait beaucoup plus de place aux souvenirs anciens, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes âgées. Les souvenirs qui vont de 1920, sa naissance, jusqu'à tout de suite l'après-guerre, on va dire la fin de la guerre. C'est peut-être ce qui est le plus passionnant aussi dans l'histoire. Et occupe beaucoup plus de place. Alors, je pense que c'est intéressant parce que c'est la vision d'un Stéphanois, enfin, terranéen, sur toute cette période d'avant-guerre, les mouvements sociaux, la guerre, l'occupation, la libération. C'est un regard qui est vraiment de l'intérieur, et je pense qu'il peut intéresser beaucoup de monde. Et par contre, les années 50, 60, ça défile très rapidement. Il n'y a pas un passage sur 68 qui était un événement non. aussi. Il était déjà âgé, enfin âgé. Déçu peut-être. Oui, il regardait ça un peu en spectateur. Ouais, avec le recul. Un peu d'ailleurs, j'ai retrouvé, quand j'ai entendu des interviews de Brassens, j'ai retrouvé un petit peu la même attitude, où on avait reproché à Brassens de pas avoir pris parti. Et en fait, il disait, c'est pas ma révolution, je sympathise pour ces jeunes qui se révoltent, mais c'est pas ma révolution à moi, on va voir ce que ça va donner. Puis toujours cette méfiance pour les mouvements de groupe, en se disant comment ça va aboutir, est-ce que ça va pas être récupéré, etc. Donc il avait de la distance, et c'est vrai que les années s'écoulent très vite, et vers la fin, c'est très court, il y a des chapitres très courts, il y a parfois des notations sur des choses très pragmatiques, un rendez-vous chez le dentiste, des choses comme ça, ou la visite, ou un coup de fil. Ce qui est le plus important, le rendez-vous chez le dentiste. Ou un coup de fil de sa famille, enfin. Et en fait, je trouve que j'ai pas voulu changer quoi que ce soit, parce que il avait peut-être pas fini de compléter ces derniers chapitres, mais en même temps, je me disais que ça traduisait bien, au fond, la vie d'un homme qui, quand il est âgé, se replonge sur ses souvenirs anciens, et puis pour qui la vie au présent ne présente plus beaucoup d'intérêt. La femme qu'il aimait était morte, il était tout seul, et je pense qu'il se voyait vieillir, il attendait la mort, et au fond, sa vie au présent n'avait plus beaucoup d'intérêt pour lui. Vous avez dit la femme qu'il aimait était morte. J'ai vu dans la présentation qu'on parle d'un grand amour clandestin. Est-ce que c'est la même personne ou c'est autre chose? Ah non, c'est la même personne. Mon père s'est marié. Donc il n'est pas resté clandestin jusqu'à la fin, alors cet amour? Si, d'une certaine façon, si, puisque mon père s'est marié très tôt. Ouais. Il avait à peine 18 ans, et bon, comme ça se produisait à l'époque, souvent, enfants qui arrivent très vite. Et donc j'ai un demi-frère et une demi-sœur qui ont plus de 20 ans de plus que moi. Ah oui. Et peu de temps après, pendant l'occupation, quand il a mis ses enfants à l'abri des bombardements de Saint-Étienne, à la campagne, eh bien, il a rencontré ma mère. Mon grand-père me disait qu'il montait, quand il y avait les bombardements, il montait à Mogaro, c'était des collines à l'époque, pour se protéger. Bien sûr. Et là, il avait mis ses enfants à Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite, chez des paysans, et il a rencontré ma mère, qui était elle aussi à l'abri là-bas. Et ça a été le coup de foudre. Et malheureusement, c'était difficile de prendre une décision, de divorcer en pleine occupation. Puis ensuite, les enfants étaient petits, les habitudes, enfin bon... Finalement, chaque génération reproduit un peu les mêmes choses. Voilà, le scénario habituel. Et ils se sont installés dans cette situation d'amour clandestin. Il allait voir ma mère tous les jours. Et puis moi, je suis née bien plus tard, parce que je suis née en 1963. Donc ça faisait déjà une vingtaine d'années qu'ils étaient ensemble. Enfin, ensemble. Sans vivre ensemble, parce qu'il est resté marié jusqu'au bout. D'accord. Et c'est les 2 dernières années de sa vie où sa femme a dû partir pour des raisons de maladie d'Alzheimer ou quasi, dans une maison de retraite, et où là, il a eu un peu plus de liberté de me recevoir, de recevoir sa petite fille, ma fille, enfin voilà. Mais ça a toujours été le secret qu'il a partagé quand même avec son fils et sa fille quand ils avaient une quarantaine d'années.
Donc j'ai pu les rencontrer. Mais voilà, ça a été un amour clandestin. Je suis un peu sa Mazarine, c'est ce que je veux D'accord. dire. Non, Voilà. finalement, c'est une histoire familiale assez quand même douloureuse et compliquée. Oui, surtout pour ma mère. Je pense que c'est elle qui a vécu le plus Et comment douloureusement. vous avez fait le tri justement dans le livre? Est-ce qu'il y a des chapitres que vous avez écartés? Est-ce qu'il y a Ah des non, choses que vous avez un petit peu retouchées? Est-ce qu'il y a des non. choses que vous avez dit il faut les réécrire? Comment ça s'est passé là Non, aussi? j'ai eu parfois des questionnements par rapport Ouais. à ça, plus par rapport à la famille, parce que je me suis dit, ils vont lire le livre, et je me suis dit, il y a peut-être des choses qui vont les choquer, il y a Les peut-être des blessés? propos qui vont les blesser, mais je me suis interdit d'interdire. Ouais. Parce que, C'est normal pour une anarchiste. voilà, comme on le disait tout à l'heure, lui ne censurait pas ses Ouais. auteurs, donc je n'allais pas le censurer. J'ai pris parti, et dans ma préface, j'ai fait une préface, donc j'explique le pourquoi. J'explique que j'ai refusé de censurer, et que je préfère le livrer tel quel. J'ai pas voulu non plus rajouter des choses, mais non plus en enlever. On a parlé de Terre Noire. Est-ce que le lieu finalement, ça joue dans une vie aussi? Est-ce que dans sa vie à votre père, le fait d'être un Terranéen, d'être un Stéphanois, ça a Ah influencé oui, ses valeurs, sa vie? je pense parce que, d'abord parce que Saint-Étienne est quand même une ville avec une longue tradition de lutte ouvrière, dont il parle d'ailleurs dans l'ouvrage, dans les premiers chapitres. Lié à la mine? Et voilà, et puis aux ouvriers aussi, hein, Oui, bien enfin, sûr. les ouvriers. Et faut oublier que Simone Veil, la philosophe, a travaillé dans des usines, hein, dans la région, hein, dans la Loire. Ah, je ne savais pas. Il avait des copains qu'il avait côtoyés dans des usines. Et très tôt, mon père avait une dizaine d'années quand il a accompagné son père, qui s'occupait, comme je le disais, de syndicat de marchands forains, avec Philibert Besson, qui est une haute figure de la Haute-Loire, un député de la Haute-Loire, Philibert Besson, sur lequel mon ancien maire, Mandon, de Saint-Genès-Malifaux, avait écrit un ouvrage. Daniel Et, Mandon. et voilà, et Philibert Besson était une figure assez atypique, assez pittoresque, assez rocambolesque même dans sa campagne électorale. Et mon grand-père l'avait accompagné, et mon père, qui était tout gamin à l'époque, il avait 11 ans, les accompagnait. Donc il a été témoin, il a vu Philibert Besson grimper à l'époque à Chavanel. C'était un marché couvert Tout sur la à place fait. Chavanel. Et tout en haut, il y avait une horloge, et poursuivi par les gendarmes, Philibert Besson avait grimpé tout en haut du mât vers l'horloge et avait harangué la foule depuis le haut de Alors, cet je édifice. vais faire encore une aparté. Oui, On a Pierre Mazet qui nous a fait pas mal de rubriques à une époque sur le site. Et Philibert Besson, il figure. ah, Et c'est comme ça que j'ai découvert le personnage, qu'il est devenu député. voilà, bon, Et, couleur, bien sûr. et voilà. Donc vous voyez que finalement tout se rejoint. Tout se rejoint, oui. Et quand on parle de lieu et de géographie, finalement tout est un petit peu lié. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont produites à Saint-Étienne, quoi. Il a assisté à des tas même en tant qu'enfant, à des tas de répression aussi, de mouvements populaires. Donc, je pense que c'est important. Il était très enraciné dans sa ville. Il a vécu d'ailleurs dans le quartier de Montplaisir pendant plus de 50 ans. Une question toute simple et peut-être même toute bête. Une fois qu'on a ce livre, quand on l'a entre les mains, quand on est fier de ce qu'on a écrit, j'imagine, comment on fait pour dire il existe? Est-ce qu'il y a un plan avec la maison d'édition? Comment vous allez faire connaître cet ouvrage? Parce que si dans la rue, je vous avais croisé, vous m'avez parlé de Marcel Renoulet, même si je suis Terre Noire, je vous aurais dit c'est qui, Bien quoi. sûr. Et comment vous faites maintenant pour le vendre, ce manuscrit, qui me paraît passionnant? Alors, en fait, je vais vous dire, j'ai un peu la même attitude que vis-à-vis des autres ouvrages que j'ai lus. Pour moi, c'est comme si, au moment où j'accouche de l'ouvrage, c'est-à-dire où il sort, où il est imprimé, j'ai fini ma tâche, en quelque sorte. Pour moi, c'est l'essentiel. J'ai livré quelque chose. Je sais qu'il y a un après, qu'il faut en Le but, c'est parler. qu'il soit lu, surtout. Voilà, c'est qu'il soit lu, oui, effectivement. Après, je vous remercie de me donner l'audience, parce que ça Non, mais ça permettra m'a peut-être interrogé à des et je voulais en savoir personnes. plus. Voilà, j'ai envoyé également à pas mal de personnes soit l'ouvrage directement, soit petit flyer que m'a donné l'éditeur pour faire connaître un petit peu l'ouvrage. Il avait quand même ses lecteurs, ses anciens lecteurs aussi, dont j'ai toutes les adresses. Donc vous avez un fichier. Voilà, j'ai un fichier. Alors, je ne sais pas, certains sont peut-être décédés, je Ouais. ne sais pas. Mais j'avais le fichier que j'utilisais toujours pour envoyer le journal jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à 5-6 ans. Donc, j'ai utilisé ce fichier, je leur envoyais la petite publicité pour l'ouvrage. Je pense que ça peut les intéresser parce que certains étaient vraiment des correspondants de longue date et l'ont connu. Après, voilà, advienne que pourra. Hein. Est-ce Je qu'il y pense a que ça des- peut intéresser des Stéphanois parce Mais qu'il y a bien sûr. vraiment une histoire de Mais il faut le Saint-Étienne savoir, quoi, que ça de existe. l'intérieur. Voilà. Dans la région, il y a des librairies qui vont vous faire des dédicaces, des choses comme ça. Il y a des Alors, choses de prévues. C'est encore tôt. Bon, C'est tôt. je vais contacter certaines librairies. Je l'ai pas encore fait. Je vais les C'est contacter. en cours alors. Voilà, c'est en cours. C'est vrai que je suis beaucoup prise par mon travail, surtout en fin d'année.
Mais je pense m'y consacrer effectivement pour aller voir un petit peu les librairies. Donc s'ils on a sont parlé d'accord. dédicaces, est-ce qu'il y aura peut-être des fêtes du livre? Il y a beaucoup de fêtes du livre. Chaque commune a un peu sa fête du livre maintenant. Est-ce qu'il y a des choses de prévues là? Non, il y a des Alors, contacts, il y a quelque écoutez, chose? j'ai eu contact avec la fête du livre de Au Saint-Étienne. mois Je leur ai d'octobre. envoyé ils m'ont dit de leur envoyer l'ouvrage. Donc je l'ai envoyé. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont décider, s'ils vont m'inviter ou pas. Voilà. Alors je sais que le nouveau maire de Saint-Étienne Oui. est très attaché à Terre-Noire. Ah bon? Il aime beaucoup Terre-Noire, il me D'accord. semble. Donc je pense qu'il faudrait que vous le rencontriez et vous lui parliez de votre livre. Je suis sûr qu'il vous donnera un petit coup de main. Ben, avec plaisir. Pourquoi pas? Donc on redit le titre, Mémoire d'un libertaire, Marcel Renoulet. Il y avait également donc la revue L'Homme Libre qui est un peu en arrêt, même si c'est la fille qui l'avait repris. Voilà. Ben, disons que ça a été spontané dès sa mort. J'ai dit il faut que je le reprenne, mais je voulais pas reprendre le même titre parce que c'était lui, Puis c'était son livre. c'est la prolongation. hein. Et donc, comme à l'occasion de son décès, j'ai révélé publiquement ma filiation avec lui. J'ai décidé de mettre les choses au clair en appelant ça la fille de l'homme libre. Dans la présentation, c'est écrit ardent défenseur de la liberté d'expression. Comment aujourd'hui, à travers lui, vous voyez la liberté d'expression? On a de plus en plus de médias, on a de plus en plus de chaînes d'infos, et finalement, on a l'impression qu'on passe à côté de l'information. Oui, je pense qu'elle est bien malade, la liberté d'expression, mais elle a peut-être toujours été, plus ou moins. Mais C'est un leurre. On parle beaucoup pour rien dire. C'est-à-dire que le problème, c'est que souvent ceux qui croient défendre la liberté d'expression, au nom de la liberté d'expression, Ils disent disent ah ils ben disent oui, mais n'importe quoi, sauf parfois. ça ou ça. Ouais, sauf. C'est-à-dire que Sauf. on va pas dire je suis pas raciste, mais j'aime pas les blancs, les jaunes, les noirs. Enfin voilà. Donc on va pas dire je suis pour la liberté d'expression, mais je veux pas que tel ou tel courant d'idées s'exprime quoi. Ou on est pour la liberté d'expression, ou on est contre. Moi je veux bien qu'on soit contre, mais on l'assume. On dit moi je suis pas pour la liberté d'expression, je refuse que des gens qui pensent pas comme moi s'expriment. Mais si on est pour la liberté d'expression, il faut l'être totalement. Et avec seulement l'exception, bien sûr, de la violence, de l'incitation à la haine, bien sûr. Hein. Mais je trouve que beaucoup trop de personnes aujourd'hui se réclament du pluralisme, de la liberté d'expression, et en fait, veulent censurer toute personne qui ne pense pas comme eux, voire insulter. Mais C'est-à-dire les que gens sont de plus en plus sectaires. voilà, mais c'est ça qui est grave. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des qualificatifs. Soit on va traiter de fasciste, soit on va traiter de complotiste. Toute personne qui ne pense pas comme nous. C'est-à-dire, c'est le fameux, au lieu de discuter, d'argumenter, et mon père disait toujours, tolérer n'est pas approuver. Et effectivement, tolérer que quelqu'un s'exprime, ça ne veut pas dire qu'on va l'approuver. Au contraire, on va discuter. On va peut-être discuter avec ardeur, avec virulence. C'est tellement passionnant, un débat d'idées. Bien sûr, mais c'est de là que jaillit quelque chose d'intéressant. Donc je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, il y a difficilement des débats d'idées, parce qu'immédiatement, on rejette la pensée de l'autre dans le camp du mal, avec des étiquettes. On veut étiqueter l'autre, et ça, les étiquettes, nous, on n'aime pas. On n'aime pas les étiquettes. Et du coup, moi, je préfère argumenter, je préfère discuter. Vous savez, ça arrive aussi avec les élèves, hein, c'est pareil. Hein. Parfois, je vois que les élèves, ils ont besoin qu'on les réveille un peu de ça, parce qu'ils ont parfois du prêt-à-penser qu'ils endossent, qu'ils prennent dans les médias ou dans l'ambiance générale, ou parfois des profs, hein, l'école parfois a ce rôle de mettre les gens dans des cases. Et moi, mon rôle, en tout cas celui que je me suis donné, c'est de les réveiller un peu. Et puis parfois provoquer, parfois faut faire de la provocation pour essayer Pour tirer quelque chose, Voilà. il faut toujours le provoquer un petit Voilà, peu. Nietzsche disait philosophie à coups de marteau. Alors je leur dis toujours ça au début de l'année, ils me regardent bizarrement. Je dis mais philosophie à coups de marteau, rassurez-vous, je ne vais pas vous taper dessus à coups de marteau. Mais c'est une façon de bousculer les habitudes, bousculer la bien-pensance, bousculer les schémas, les préjugés, pour penser par soi-même. Donc je crois que c'est ça, la seule façon de réveiller la liberté d'expression, c'est d'accepter d'abord le dialogue, et puis le débat, et puis de bousculer les habitudes et les préjugés. Est-ce que vous pensez que si Marcel Renoulet de Terre-Noire naissait aujourd'hui en 2026, il se dirigerait vers la même forme d'idée, ou alors il serait un homme totalement différent? C'est difficile comme question, je sais bien. C'est difficile parce qu'un homme est le résultat de son histoire, de Ouais. sa vie, donc je pense que c'est assez difficile. Il n'y a pas de réponse finalement Non, à cette il y a question pas de bête. réponse. Non, c'est pas une question bête, mais je pense qu'on pourrait la poser pour chacun d'entre nous. Hein. On est façonné par ce qu'on a vécu. Moi, je lui disais toujours, tu as commencé
Il était un grand lecteur, même tout enfant, il adorait lire. Et je lui dis, t'as fait tes devoirs et t'as lu à la lueur de la lampe à huile chez ta grand-mère, à Terre-Noire. Alors, pas lui. Et maintenant, t'es sur ton ordinateur portable en train de taper tes articles, quoi. C'est l'avancée. Et il avait une très grande ouverture par rapport au progrès technique. Dès qu'il y avait une nouveauté, dès qu'il y a eu la télévision, il en a vite acheté une. Dès qu'il y avait une nouveauté technique, pas par fanatisme du progrès, pas du tout ça, mais parce que ça permettait, il voyait tout de suite les potentialités au niveau de la diffusion de la pensée que ça permettait. Donc, dès qu'il y a eu des ordinateurs, il en a acheté un, le vieux Mac autrefois qui était énorme, et puis après l'ordinateur portable. Et chaque fois que j'allais le voir, il avait 92, 93 ans, j'allais le voir, il était à son bureau, Bravo. le matin, sur son ordinateur, en train Bravo. de taper ses textes. Pour conclure, une dernière question. Est-ce que vous pensez que Marcel Renoulet, s'il était là, s'il avait ce livre entre les mains, il serait fier de cet ouvrage? J'espère. Je pense qu'il avait le projet de le publier un jour, je pense plutôt qu'il avait le projet que je le publie. Parce que c'est difficile de son vivant de publier quelque chose d'aussi intime. Hein. Il y a vraiment des choses intimes par rapport enfin, au niveau des sentiments, bien sûr, hein, par rapport, quand il parle de ma mère, notamment, de son grand amour. Et je pense qu'il n'aurait pas voulu que ça soit publié de son vivant. Mais je pense qu'il serait heureux que ça soit publié. Donc, si on résume bien, on va le trouver dans toutes les bonnes librairies stéphanoises et nigériennes. Je l'espère. En tout cas, vous pouvez le commander à travers ces librairies. Hein. Oui, et puis de toute façon, maintenant avec Internet, on le trouve facilement. Hein. Ah Il oui, suffit de taper Mémoire d'un libertaire, Marcel Renoulet. Oui, il est sur Amazon, Le il est à la Livre Bleu. FNAC. Enfin, je ne veux pas faire de la pub à Amazon, hein, mais il est sur toutes les plateformes et aussi sur la plateforme du Lys Bleu. Hein. On peut le commander directement au Lys Bleu. Je vous remercie d'être venu nous le présenter. Merci à vous de m'avoir Et puis, reçu. on va essayer de continuer notre chemin dans la bonne direction. Chacun le sien. Merci. Merci.